Sébastien Varenne aperçut les valises avant même de la voir. 2 sacs de cuir brun étaient ouverts sur la chaise de bois de la galerie, remplis de vêtements soigneusement pliés, avec un châle couleur bordeaux posé par-dessus. Ses mains s'immobilisèrent. L'air du soir sentait la terre desséchée et quelque chose qu'il était incapable de nommer. Isabelle était agenouillée devant le plus grand sac, resserrant la boucle d'un geste ferme, sans lever les yeux vers lui. Il voulut parler. Aucun mot ne vint. Il comprit seulement à cet instant précis que si elle partait quelque chose, on lui partirait avec elle pour ne jamais revenir. Mais pour comprendre pourquoi ce moment comptait autant, il fallait remonter 6 mois en arrière, jusqu'à la nuit où son père l'avait appelé dans le bureau et lui avait annoncé que le domaine était sur le point de disparaître. Aurélien Varenne était un homme qui n'avait jamais demandé l'aide de personne. Il avait bâti le domaine de l'Espérance de ses propres mains pierre après pierre, poteau après poteau, au terme de 40 années de travail sans répit. C'était le genre d'homme qui se levait avant l'aube et n'éteignait sa lampe qu'une fois toute la maison endormie. Sébastien l'admirait. Ce soir-là, il le craignait aussi un peu. Aurélien était assis derrière son bureau de chêne, sombre, un dossier ouvert devant lui avec une expression que son fils ne lui avait encore jamais vue. De la fatigue. Pas celle d'une journée de labeur, mais celle d'un homme qui porte seul un poids depuis trop longtemps. Les dettes étaient immenses. 3 années de sécheresse avaient réduit de plus de moitié les revenus du domaine. Les emprunts s'étaient accumulés et les intérêts grossissaient chaque mois. Aurélien avait tenté de renégocier vendu une partie du troupeau réduit les dépenses jusqu'à l'extrême. Cela n'avait pas suffi. La banque régionale avait déjà préparé les actes de saisie. Si une somme considérable en francs n'était pas versée avant la fin de l'année, l'Espérance passerait entre des mains étrangères. Sébastien écouta sans l'interrompre. Puis il demanda quelle solution leur restait. Aurélien referma calmement le dossier et prononça un seul nom, Montel. La famille Montel possédait les terres situées au nord mitoyennes de celles des Varennes. Ils étaient riches respectés et disposaient d'assez d'argent pour régler le problème en quelques jours. Et ils avaient une fille. Isabelle Montel-Sébastien la connaissait de vue comme on connaît quelqu'un qui habite tout près mais semble vivre dans un autre monde. Il l'avait aperçue au marché d'Arles à la messe du dimanche et lors de certaines fêtes votives, toujours sérieuses, toujours si droites, que chacun se demandait ce qu'elle pouvait bien penser. Ils n'avaient jamais échangé plus de 3 phrases. Aurélien expliqua qu'il avait parlé avec Étienne Montel, qu'une entente était possible, une alliance entre les familles, un mariage qui unirait les propriétés et effacerait les dettes. Isabelle avait 26 ans, elle était majeure libre légalement de décider, et selon son père, elle avait accepté. Sébastien fixa Aurélien pendant un long moment. Puis il demanda si elle savait qu'il s'agissait d'un arrangement. Son père répondit que oui, que les 2 parties comprenaient parfaitement la nature de l'accord et qu'il n'y avait aucune tromperie. Sébastien se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et contempla la nuit. Les chevaux se déplaçaient lentement dans l'enclos. La lune était basse. Il pensa à son grand-père mort sur cette même terre. Il pensa aux gardiens et aux ouvriers agricoles dont les familles dépendaient du domaine. Il pensa à sa mère enterrée sous le grand saule au fond de la propriété à qui Aurélien avait promis que l'espérance ne serait jamais perdue. Puis, il pensa à une femme qu'il ne connaissait pas, qui venait d'accepter un mariage sans amour, et se demanda quelle vie elle avait dû mener pour prendre une telle décision sans que sa voix tremble. Le mariage fut modeste, sans longue réception, sans discours, sans ce tumulte de fête que Sébastien avait autrefois imaginé pour un jour pareil. Il n'y eut que 2, leurs parents, le curé et quelques témoins. Isabelle arriva dans une robe blanche, toute simple, les cheveux détachés et une petite fleur glissée derrière l'oreille. Elle était sereine. Elle ne sourit pas lorsqu'ils signèrent les actes, mais elle ne pleura pas non plus. Sébastien tenta de la comprendre et n'y parvint pas. C'était comme essayer de lire un livre écrit dans une langue inconnue. Les premiers jours au domaine furent silencieux. Isabelle se levait tôt, apprenait les habitudes de la maison, parlait avec respect aux gardiens, aidait en cuisine, sans que personne le lui demande. Elle ne se plaignait jamais et ne posait aucune question inutile. Sébastien l'observait de loin, incapable de savoir comment s'approcher d'elle. Un soir, alors qu'il dînait seul, elle lui demanda combien de chevaux vivaient au domaine. Il lui répondit qu'il y en avait 12. Elle acquiesça et expliqua que son père en possédait 20,
mais que ceux de l'espérance lui semblaient en meilleure santé. Ce fut la conversation la plus longue qu'ils eurent jusque-là. Sébastien se dit que cela pouvait peu être fonctionné, que le silence entre eux n'était pas de l'hostilité, mais simplement l'espace dont deux inconnus ont besoin avant d'apprendre à respirer sous le même toit. Pourtant, 3 semaines plus tard, quelque chose changea, quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. Et lorsqu'il le comprit, il était déjà trop tard pour faire semblant que cela n'avait aucune importance. Cette nuit-là, Sébastien entendit un bruit qu'il n'aurait jamais dû surprendre, et dès cet instant, plus rien ne fut pareil entre eux. Il était bien après minuit lorsqu'il perçut un sanglot étouffé presque imperceptible, le sanglot de quelqu'un qui avait appris à pleurer sans faire de bruit. Il venait de la chambre d'Isabelle. La porte était entr'ouverte et une lumière faible filtrait par la fente. Sébastien se tenait dans le couloir pieds nus sur les lames de bois, sans savoir s'il devait avancer ou reculer. Il n'avait pas l'habitude d'écouter derrière les portes et n'était pas le genre d'homme à entrer dans les espaces qui ne lui appartenaient pas. Mais ce son l'arrêta comme si une main venait de se poser sur sa poitrine. Il attendit. Les pleurs ne cessèrent pas. Ils étaient discrets certes, mais portaient une profondeur qui lui serra le cœur. Ce n'était pas le chagrin de quelqu'un qui se plaint, c'était le chagrin de quelqu'un qui porte. Sébastien posa le front contre le mur du couloir et ferma les yeux. Il pensa à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, sa maison, sa famille, son univers familier. Elle était arrivée dans un domaine inconnu auprès d'un homme qui la connaissait à peine, avait signé des papiers au cours d'une cérémonie froide et depuis affiché un calme qu'il avait admiré sans jamais en mesurer le prix. Il comprenait maintenant. Ce calme n'était pas de l'indifférence, mais un effort. L'effort immense d'une femme qui avait décidé de ne pas s'effondrer devant les autres. Sébastien s'éloigna du couloir sans faire de bruit. Il regagna sa chambre, s'assit au bord du lit et ne dormit pas de la nuit. Le lendemain, Isabelle parut au petit déjeuner les cheveux relevés et les yeux parfaitement normaux. Personne n'aurait pu deviner ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. Il la regarda une seconde de plus que d'habitude. Elle ne le remarqua pas, ou feignit de ne pas le remarquer. Sébastien but son café en silence et prit une décision, il allait faire ce qu'il n'avait jamais fait depuis le jour du mariage. Il allait essayer de la connaître vraiment. Ce ne fut pas facile. Isabelle était une femme aux paroles mesurées. Non qu'elle fût froide, mais elle semblait avoir appris dès l'enfance à ne jamais donner davantage que ce qui était nécessaire. Elle répondait aux questions avec précision, sans ornement, sans les détours que Sébastien entendait souvent dans les conversations du village. Lorsqu'il lui demanda ce qui lui manquait le plus de sa maison, elle réfléchit un instant et répondit simplement l'odeur du jasmin que sa mère faisait pousser dans la cour. Rien d'autre. Mais elle le dit d'une manière qui fit peser sur Sébastien tout le poids de cette réponse. Ils commencèrent à parler davantage au cours des après-midi. Au début, ce n'était que de brèves conversations sur le domaine, les bêtes et les travaux du jour. Sébastien lui apprit à reconnaître dans le ciel les signes annonçant la pluie. Elle lui montra comment soigner certaines blessures des chevaux selon une méthode qu'elle tenait d'un vieux palefrenier de son père. C'étaient des échanges pratiques utiles, apparemment dépourvus de toute charge émotionnelle. Pourtant, Sébastien sentait que chaque conversation laissait quelque chose derrière elle, une fine fissure dans le mur qui les séparait. Un après-midi, tandis qu'ils inspectaient ensemble la clôture de la pâture du Nord, Isabelle lui posa une question qui le prit au dépourvu. Elle lui demanda s'il avait réellement voulu l'épouser. Elle ne parlait ni avec agressivité, ni avec tristesse, mais avec cette franchise calme qu'elle employait pour tout. Sébastien arrêta son cheval et se tourna vers elle. Isabelle le regardait droit dans les yeux, sans détourner le visage, attendant sa réponse. Il aurait pu prononcer une phrase vague, une phrase qui ne l'engageait à rien. Mais quelque chose dans ce regard l'obligea à être honnête. Il lui avoua qu'il n'avait pas souhaité se marier de cette manière, que s'il avait pu choisir les choses auraient été différentes, mais qu'il ne regrettait pas de l'avoir fait. Le domaine était sa vie et celle de nombreuses familles qui dépendaient de lui. Il espérait qu'avec le temps, il pourrait bâtir entre eux quelque chose de réel. Isabelle l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle acquiesça lentement et répondit qu'elle comprenait. Elle non plus n'avait jamais imaginé sa vie ainsi. Son père était un homme qui prenait les décisions à la place des autres convaincus de toujours savoir ce qui leur convenait. Elle avait appris à vivre à l'intérieur de ses limites, mais elle n'avait aucune intention d'y rester éternellement.
Sébastien ne sut pas exactement ce qu'elle voulait dire et ne posa aucune question. La façon dont elle avait parlé lui indiquait que le moment de cette conversation n'était pas encore venu. Les semaines suivantes furent différentes. Pas radicalement, mais leur vie acquit une autre texture. Isabelle se mit à rire de temps à autre. C'était un rire retenu presque étonné, comme si elle découvrait elle-même qu'une chose pouvait encore l'amuser dans cet endroit. Sébastien collectionnait ces instants sans s'en rendre compte. Il se rappelait avec exactitude ce qu'il avait dit ou fait pour les provoquer. Un matin, l'un des chiens du domaine entra en trombe dans la cuisine, un vieux torchon entre les dents, et renversa un pot de farine sur le sol. Isabelle contempla le désastre les mains sur les hanches, puis laissa échapper un éclat de rire clair et sincère qui emplit toute la pièce. Sébastien, qui venait d'entrer, resta figé sur place. C'était la première fois qu'il l'entendait rire ainsi. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quelque chose qu'il ne sut pas nommer sur le moment, mais qu'il reconnut plus tard seul lorsqu'il repensa à ce son. Ce soir-là, alors qu'il consultait les registres du domaine dans le bureau de son père Sébastien, se surprit à penser à elle. Pas à la situation, ni à l'accord, ni aux terres. À elle, à ses mains sur la boucle du sac, ce premier après-midi, à son regard direct lorsqu'elle l'avait interrogé dans la pâture, à son rire dans la cuisine. Il se leva, alla jusqu'à la fenêtre et contempla le ciel étoilé au-dessus de l'espérance. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, il éprouva quelque chose qui ressemblait à de la peur. Pas la peur de l'échec ni celle du jugement des autres. La peur de l'homme qui commence à comprendre qu'il possède désormais quelque chose qu'il peut perdre. Mais ce qui arriva ensuite, aucun d'eux ne l'avait anticipé. Cela viendrait de l'extérieur, du passé d'Isabelle, et mettrait à l'épreuve tout ce qu'il commençait à peine à construire. L'homme arriva un mardi matin. Sébastien se trouvait près des enclos lorsqu'il entendit le pas d'un cheval inconnu sur le chemin de terre. Le visiteur était jeune vêtu avec trop d'élégance pour les travaux de campagne dans une chemise claire et des bottes impeccables qui n'appartenaient certainement pas à un homme habitué à travailler la terre. Il avait l'assurance de ceux qui s'attendent à être bien accueillis partout. Sébastien l'observa de loin tandis qu'il mettait pied à terre et interrogeait l'un des gardiens. L'ouvrier lui indiqua la maison. L'inconnu acquiesça, prit son cheval par la bride et se dirigea vers la galerie avec un sourire tranquille. Sébastien abandonna ce qu'il faisait et suivit ses pas. Il atteignit la galerie au moment où Isabelle franchissait la porte principale, un chiffon à la main, probablement après avoir nettoyé quelque chose à l'intérieur. Son expression changea en une fraction de seconde. Rien de spectaculaire, sa mâchoire se crispa légèrement, son clignement d'yeux dura un peu trop longtemps et ses doigts serrèrent davantage le tissu. Sébastien le remarqua parce qu'il avait déjà appris à lire ces minuscules variations en elle. L'homme la salua par son prénom avec une familiarité qui noua l'estomac de Sébastien sans qu'il comprenne encore pourquoi. Il s'appelait Renaud de Fontenay, fils d'un associé d'affaires d'Étienne Montel, élevé au milieu des mêmes familles et appartenant au même cercle. Il le précisa lui-même en se présentant à Sébastien avec une poignée de main ferme et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il expliqua qu'il ne faisait que passer, qu'il avait des affaires dans la région et qu'il souhaitait saluer Isabelle, leur famille étant proche depuis de longues années. Tout paraissait raisonnable. Tout ressemblait exactement à ce que dirait quelqu'un qui tient absolument à paraître raisonnable. Isabelle l'invita à prendre un rafraîchissement comme l'aurait fait toute personne bien élevée. Ils entrèrent dans le salon. Sébastien les suivit, s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre et les laissa parler. Il observa. Renaud s'exprimait avec aisance, avec ce charme que l'on cultive dans les familles qui possèdent de l'argent et du temps libre. Il posait des questions sur le domaine, avec un intérêt de façade, parlait de connaissances communes et rappelait des anecdotes de leur jeunesse. Isabelle répondait avec courtoisie, mais gardait ses distances. Ce n'était pas la femme qui riait dans la cuisine. C'était une autre version d'elle-même, plus formelle, plus fermée, plus proche de la jeune épouse grave que Sébastien avait rencontrée le jour du mariage. Lorsque Renaud repartit 1 heure plus tard, le silence laissé dans le salon n'avait rien du silence habituel. Sébastien attendit. Isabelle ramassa les tasses sans rien dire. Il finit par lui demander qui était vraiment Renaud. Elle s'arrêta, posa les tasses sur la petite table et les contempla un moment avant de répondre. C'était un homme que son père lui avait demandé d'envisager comme époux avant que l'accord avec les Varenne ne soit conclu.
Sébastien assimila cette information en silence. Puis il demanda si elle l'avait réellement envisagée. Isabelle le regarda dans les yeux et répondit que non, qu'elle n'avait jamais aimé Renaud et que quelque chose en lui inspirait de la méfiance, même si elle n'aurait pas su expliquer quoi. Lorsque son père lui avait présenté la possibilité d'épouser Sébastien, Varenne, elle l'avait vu comme une issue. Pas seulement une manière d'échapper à Renaud, mais une porte hors de tout ce réseau de décisions que les autres prenaient constamment à sa place. Sébastien n'ajouta rien, mais il repensa pendant des jours à ce mot « une issue ». Voilà comment elle avait considéré leur mariage. Pas exactement comme un sacrifice, mais comme une ouverture vers une vie différente. C'était bien plus compliqué que la version simple qu'il s'était construite. Renaud revint 2 semaines plus tard cette fois, sans prévenir. Il choisit un jour où Sébastien était parti tôt pour inspecter une pâture éloignée et ne devait rentrer qu'à midi. Sébastien l'apprit par Marguerite, la cuisinière du domaine, qui le lui mentionna sans y attacher beaucoup d'importance en servant le déjeuner. Un monsieur élégant était venu, avait parlé avec Madame Isabelle sur la galerie pendant une demi-heure, puis était reparti avant que le soleil n'atteigne son zénith. Sébastien ne fit aucun commentaire. Il termina son repas, remercia Marguerite et sortit. Cet après-midi-là, il trouva Isabelle près de l'abreuvoir des chevaux, les bras croisés et le regard perdu à l'horizon. Il lui demanda comment s'était passée sa matinée. Elle répondit qu'elle s'était bien passée. Il attendit. Elle ne parla pas de Renaud. Sébastien éprouva quelque chose qu'il n'aimait pas ressentir. Ce n'était pas exactement de la jalousie. C'était plutôt la conscience qu'il existait des parties de la vie d'Isabelle qu'il ne connaissait pas et qu'elle n'avait aucune obligation de lui révéler. C'était vrai. Mais il était également vrai que quelque chose se passait et que son silence n'avait plus la tranquillité de celui d'autrefois. Ce soir-là, après le dîner, Sébastien lui dit directement que Marguerite lui avait appris le retour de Renaud. Il ne formula aucun reproche. Il parla comme un homme qui préfère nommer les choses avant qu'elles ne grandissent dans l'obscurité. Isabelle le regarda longtemps. Puis elle expliqua que Renaud était venu lui transmettre un message de son père. Sébastien demanda lequel. Isabelle inspira lentement et répondit qu'Étienne voulait qu'elle revienne chez eux. Il affirmait avoir trouvé une autre solution aux dettes des Varenne, une solution qui ne nécessitait plus leur mariage. Si elle le souhaitait, elle pouvait faire annuler l'accord et rentrer chez elle sans subir de conséquences. Sébastien eut la sensation que le sol se dérobait sous ses pieds. Pas littéralement, mais presque. Il demanda si cette solution existait vraiment ou s'il ne s'agissait que d'un moyen de la ramener. Isabelle répondit qu'elle n'en savait rien avec certitude, qu'elle ne faisait pas entièrement confiance à ce que Renaud lui avait dit, mais que la proposition existait et qu'elle avait besoin de réfléchir. Sébastien acquiesça. Il lui dit qu'il respectait sa liberté, que la décision lui appartenait et qu'il ne la retiendrait jamais contre sa volonté. Puis il sortit sur la galerie pour respirer l'air nocturne, les mains posées sur la rambarde de bois et le cœur battant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Isabelle ne dormit pas cette nuit-là. Sébastien non plus. Tous deux le savaient sans se le dire, car la maison était ancienne, le bois y parlait, et chacun entendit les pas de l'autre traverser l'obscurité, à un moment ou à un autre, avant l'aube. Le lendemain, elle ne reparla pas de leur conversation. Lui non plus. Une sorte de trêve tacite s'installa entre eux, comme s'ils avaient besoin d'espace pour remettre de l'ordre dans leurs pensées avant de continuer. Sébastien partit tôt au champ. Il travailla plus que nécessaire, passant des clôtures au troupeau avec une énergie que les ouvriers remarquèrent sans la commenter. Quelque chose en lui ce jour-là fermait la porte à toutes les questions. À midi, lorsqu'il rentra déjeuner, il trouva Isabelle assise sur la galerie, une lettre à la main. Elle était écrite d'une écriture serrée et régulière qu'il reconnaissait déjà comme celle d'Étienne Montel. Isabelle replia soigneusement la feuille lorsqu'elle le vit arriver et la glissa dans la poche de son tablier sans rien dire. Ils mangèrent en silence. Ce n'était pas un silence hostile, mais celui de 2 personnes dont l'esprit est trop chargé pour savoir par où commencer. Ce fut Isabelle qui parla la première. Elle expliqua que la lettre de son père détaillait la prétendue solution, évoquée par Renaud, un investisseur marseillais connu d'Étienne, accepterait de prêter la somme nécessaire pour acquitter les dettes des Varenne en échange de droits sur une partie des terres du Nord. Sébastien écouta attentivement,
puis demanda quelle superficie était concernée. Isabelle répondit que la lettre ne le précisait pas clairement et se contentait de parler d'une part importante. Sébastien comprit aussitôt. Il connaissait ce genre d'accord. C'étaient des pièges enveloppés dans de belles formules. Un financier de la ville qui exigeait des terres en garantie n'était pas un sauveur. C'était un homme qui attendait le premier incident pour s'en emparer. Les dettes des Varennes seraient effacées uniquement pour être remplacées par une dette différente, plus dangereuse encore parce qu'elle se présentait sous les traits de la générosité. Il l'expliqua calmement à Isabelle sans élever la voix. Elle l'écouta avec attention. Lorsqu'il eut terminé, elle avoua avoir pensé la même chose. Quelque chose dans cette proposition ne tenait pas. Son père avait de bonnes intentions, mais il ne mesurait pas toujours les conséquences de ses décisions. Sébastien la regarda. C'était la première fois qu'elle formulait une critique à l'égard de son père, même avec cette douceur. Une ouverture minuscule, presque invisible, mais il la remarqua. Il lui demanda si elle croyait qu'Étienne voulait réellement aider ou si une autre raison se cachait derrière son offre. Isabelle tarda à répondre. Elle regarda les chevaux dans l'enclos et expliqua que son père aimait profondément sa famille à sa manière, mais que sa manière d'aimer impliquait le besoin de tout contrôler. La savoir à l'espérance, loin de lui, auprès d'un homme qu'il n'avait pas choisi en premier, le mettait mal à l'aise. La proposition du financier était sans doute sincère en partie, mais elle était aussi un moyen de reprendre de l'influence et de redevenir indispensable. Sébastien réfléchit un instant, puis prononça une phrase qui les surprit tous les deux. Il comprenait Étienne Montel mieux qu'il ne l'aurait voulu. Aurélien n'était pas si différent. Les hommes de leur génération pouvaient aimer avec une profondeur immense, sans savoir aimer autrement qu'en dirigeant la vie de ceux qu'ils prétendaient protéger. Isabelle le regarda avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Ce n'était pas tout à fait de la tendresse, mais cela lui ressemblait. C'était plutôt de la reconnaissance, le trouble que l'on éprouve lorsque quelqu'un reflète une vérité que l'on croyait enfermée en soi seul. Cet après-midi-là, ils travaillèrent ensemble au tri du troupeau, une tâche à laquelle Isabelle participait désormais avec naturel. Ils parlèrent peu, mais leur silence n'avait plus la même matière. Il était plus léger, plus confortable, semblable au silence de deux personnes qui n'ont plus besoin de le remplir pour prouver qu'elles vont bien. Cette accalmie fut brève. 3 jours plus tard, Renaud revint accompagné cette fois de son père, Cyprien de Fontenay, un homme âgé aux cheveux blancs, dont la présence emplissait aussitôt une pièce. Ils arrivèrent dans une voiture soigneusement entretenue conduite par un domestique comme pour une visite officielle. Sébastien les reçut dans le salon, Isabelle à ses côtés. Cyprien parlait avec la cadence d'un homme habitué à ce que ses paroles soient accueillies avec respect. Il déclara venir au nom d'Étienne Montel, son ami depuis de longues années. Il souhaitait s'assurer qu'Isabelle se portait bien et que la proposition transmise avait été parfaitement comprise. Sébastien répondit avec courtoisie mais fermeté. Sa femme et lui avaient étudié l'offre. Ils appréciaient l'intention, mais elle ne correspondait pas au projet du domaine. Cyprien acquiesça lentement comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. Puis il regarda Isabelle droit dans les yeux et lui demanda si telle était également son opinion. Sébastien sentit toute la tension du moment. La question était conçue pour les séparer, pour révéler une éventuelle fracture entre eux. Isabelle ne marqua aucune hésitation. Elle répondit calmement que oui, c'était aussi son avis. Elle remerciait son père pour son geste, mais les décisions concernant l'espérance étaient désormais prises par elle et Sébastien ensemble. Cyprien l'étudia un instant, puis afficha un sourire qui manquait de sincérité et déclara être heureux de la voir si bien installée. Renaud, resté silencieux pendant toute la conversation, lui adressa un dernier regard avant de se lever. Sébastien grava ce regard dans sa mémoire. Il n'y avait ni tristesse ni déception, mais la détermination d'un homme qui ne se considère pas encore vaincu. Lorsqu'ils furent partis, Sébastien referma la porte et resta un moment dos à Isabelle. Puis il se retourna. Elle se tenait toujours au centre du salon, les mains jointes devant elle, parfaitement calme. Il la remercia. Elle lui demanda pourquoi. Il répondit qu'elle n'était pas obligée de parler ainsi devant Cyprien. Isabelle le regarda et prononça une phrase qui resta profondément inscrite en lui. Lorsqu'on prend une décision, on doit être prêt à la défendre, et elle avait pris la sienne. Sébastien ne sut pas si cela signifiait qu'elle avait choisi de rester, mais la façon dont elle le dit
lui fit croire que c'était peu être le cas. Cette nuit-là, pour la première fois, depuis des semaines, il dormit sans se réveiller avant l'aube. La saison des pluies arriva tard cette année-là, mais lorsqu'elle éclata, elle le fit avec violence. En quelques heures, le ciel se referma au-dessus de l'Espérance et l'eau tomba sans interruption pendant 3 jours, transformant la poussière sèche en une boue sombre et épaisse. Les gardiens travaillèrent sans repos, mettant le troupeau à l'abri, vérifiant les toitures et conduisant les chevaux vers les écuries couvertes. Pendant ces 3 jours, Sébastien resta dehors de l'aube à la nuit. Il rentrait trempé, épuisé, les bottes chargées de boue et les paumes à vif, à force de tirer sur les cordes et de redresser les poteaux. Chaque soir, Isabelle l'attendait avec de l'eau chaude, un repas prêt et très peu de paroles. Elle ne le traitait pas comme un homme qui avait besoin d'être consolé, mais comme un homme qu'il fallait nourrir, puis laisser retrouver son silence. Sébastien lui en fut reconnaissant bien au-delà de ce qu'il sut exprimer. Le 3e soir, lorsque la pluie commença enfin à faiblir, il entra dans la cuisine et la trouva encore éveillée, une tasse de tisane entre les mains, contemplant par la fenêtre la cour inondée. Il s'assit en face d'elle, sans parler. Elle lui tendit une tasse sans poser de questions. Ils restèrent longtemps ainsi, écoutant l'eau tomber de plus en plus doucement sur le toit, jusqu'à ce qu'il lui annonce que la prairie du sud avait été partiellement envahie par les eaux, mais que le troupeau était sauf. Elle répondit qu'elle en était heureuse. Il lui demanda comment les choses s'étaient passées dans la maison. Elle dit qu'elle avait aidé Marguerite à organiser les provisions et qu'elle avait cousu quelques couvertures dont on avait besoin. Puis après un bref silence, elle ajouta qu'elle avait beaucoup réfléchi pendant ces 3 jours. Sébastien posa sa tasse sur la table et la regarda. Isabelle continua de fixer la fenêtre en parlant. Elle avait passé une grande partie de sa vie à attendre que les choses lui arrivent. Son père décidait les circonstances, décidait les arrangements, décidait. Elle était même arrivée à l'Espérance de cette manière, emportée par un courant qu'elle n'avait pas entièrement choisi. Pourtant, quelque chose avait changé au cours des dernières semaines. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment de se tenir dans un endroit qui lui appartenait. Pas à son père, pas aux accords conclus par d'autres. À elle. Sébastien ne dit rien. Il attendit. Elle tourna la tête et le regarda directement. Elle voulait rester. Pas par devoir ni à cause de l'alliance ou des terres, mais parce qu'elle avait découvert ici quelque chose dont elle ignorait avoir besoin, une sorte de sol ferme sous ses pieds. Sébastien sentit quelque chose reprendre sa juste place en lui, comme une poutre légèrement tordue qui s'ajuste enfin dans son encoche. Il lui répondit qu'il en était heureux, qu'il avait lui aussi trouvé quelque chose qu'il ne s'attendait pas à rencontrer. Il n'en dit pas davantage, mais elle comprit. Le lendemain matin, lorsque le soleil reparut au-dessus de la boue et que les oiseaux recommencèrent à se déplacer entre les poteaux encore mouillés, Sébastien sella 2 chevaux et demanda à Isabelle si elle souhaitait voir le domaine depuis la hauteur du nord. Il s'y rendait parfois seul, lorsqu'il avait besoin de se rappeler pourquoi tout ce travail méritait d'être accompli. De là-haut, on distinguait tous les pâtures, les enclos, la maison Le Saule sous lequel reposait sa mère, les limites des propriétés voisines et le chemin de terre qui conduisait au village. Isabelle accepta. Ils gravirent ensemble le sentier étroit entre les buissons mouillés, les chevaux, avançant prudemment sur le sol glissant. Ils atteignirent le sommet alors que le soleil était encore bas et que sa lumière dorée s'étirait sur toute la campagne camarguaise. Isabelle contempla le paysage en silence pendant un long moment, puis murmura que c'était magnifique. Sébastien regarda lui aussi. Son grand-père disait qu'à cet endroit, on comprenait pourquoi certaines choses méritaient que l'on se batte pour elles. Elle lui demanda s'il le croyait également. Il répondit que oui, plus encore aujourd'hui qu'autrefois. Ils redescendirent lorsque le soleil était déjà haut. Sur le chemin du retour, leurs chevaux marchaient côte à côte si près qu'à un moment, leurs mains faillirent se toucher sur les rênes. Aucun des deux ne le mentionna, mais tous deux le remarquèrent. Les jours suivants eurent une qualité nouvelle. Une légèreté inconnue s'était installée entre eux. Isabelle commença à l'interroger sur l'histoire de l'Espérance, sur sa famille et sur ce que signifiait grandir en ce lieu. Sébastien lui raconta son grand-père arrivé sur ces terres sans rien posséder. Il lui parla de sa mère, une femme de la ville, qui était tombée amoureuse de la campagne et n'avait jamais souhaité repartir.
Il lui parla d'Aurélien, de ses contradictions, de son orgueil difficile et de son amour immense, quoique maladroitement exprimé. Isabelle l'écoutait avec une attention qui lui paraissait étrange, mais agréablement étrange. Ce n'était pas l'attention polie de quelqu'un qui attend son tour pour parler. C'était celle d'une personne qui désire réellement comprendre. Un après-midi, elle lui demanda si sa mère lui manquait. Sébastien mit du temps à répondre. Oui, elle lui manquait surtout dans les moments difficiles, lorsque le domaine traversait une crise ou lorsqu'il se sentait seul. Il lui arrivait d'aller s'asseoir sous le saule et de lui parler tout en sachant qu'il s'agissait peu, être simplement d'une manière de se parler à lui-même. Isabelle ne dit pas que c'était beau, ni que c'était triste. Elle répondit qu'elle comprenait, car elle aussi conversait avec des personnes incapables de lui répondre. Sébastien la regarda avec curiosité. Elle sourit légèrement et parla de sa grand-mère morte lorsqu'elle avait 12 ans, la seule personne de sa famille qu'il avait connue sans chercher à la transformer. Ce soir-là, après le dîner, une fois Isabelle retirée dans sa chambre et la maison plongée dans le silence, Sébastien resta assis sur la galerie à contempler les étoiles. Il pensa qu'il commençait à aimer cette femme, pas de la manière rapide et confuse des contes, mais d'une façon lente et ferme qui ressemblait davantage à des racines s'enfonçant dans la terre qu'à une flamme soudaine. Et il comprit que c'était précisément ce qui le rendait vulnérable, car après le commencement de l'amour ne vient pas toujours la réciprocité. Parfois vient la perte, et il ignorait encore laquelle de ces deux choses l'attendait. Au milieu du mois suivant, Aurélien Varenne eut un malaise. D'après le médecin du bourg, rien de véritablement grave, seulement son cœur, lui rappelant qu'il n'était plus l'homme de 40 ans qu'il persistait à croire être. Cela suffit pourtant à modifier pendant plusieurs jours tout le rythme du domaine. Sébastien resta auprès de son père, dès la première heure organisa les soins par là avec le médecin et veilla à ce qu'Aurélien se repose, malgré les protestations incessantes du vieil homme. Isabelle se déplaça dans la maison avec une efficacité silencieuse que Sébastien n'oublia jamais. Elle ne se plaça pas au centre des événements et ne chercha pas à attirer l'attention sur ce qu'elle faisait. Elle apparaissait simplement là où l'on avait besoin d'elle. Lorsque le médecin demanda que quelqu'un note ses recommandations, elle avait déjà préparé du papier et un crayon. Lorsqu'Aurélien se réveilla la nuit avec soif, elle avait déposé une carafe d'eau fraîche sur sa table de chevet avant même qu'on le lui demande. Lorsque Sébastien rentra à midi exténué et l'esprit encombré d'inquiétude, le repas était prêt et la cuisine possédait une tranquillité dont il avait besoin sans l'avoir su. Aurélien l'observa pendant ses journées avec les yeux d'un homme qui avait beaucoup vu. Toute sa vie, il avait jugé les gens dans les affaires, les transactions foncières et les accords. Ce qu'il découvrit en Isabelle durant cette semaine lui plut d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Un après-midi, Sébastien étant parti régler une urgence dans une pâture Aurélien et Isabelle restèrent seuls dans le salon. Il lui demanda si elle était heureuse. La question la surprit. Elle demeura immobile, un moment les mains posées sur l'ouvrage qu'elle avait apporté pour s'occuper, puis répondit qu'elle était en train de trouver sa place. C'était la réponse la plus honnête qu'elle puisse donner, car elle ne voulait pas employer un mot qu'elle construisait encore. Aurélien la regarda longuement, puis lui confia une chose qu'elle garda pour elle pendant plusieurs jours. Sébastien était un homme bon, mais il n'avait jamais appris à montrer ce qu'il ressentait, parce que lui, son père lui avait davantage enseigné à résister qu'à s'ouvrir. C'était une faute qu'il portait en lui, et il espérait qu'Isabelle aurait pour son fils la patience qu'il ne lui avait jamais accordée. Isabelle ne sut que répondre. Elle acquiesça lentement. Aurélien ferma les yeux et ajouta que l'espérance avait besoin de personnes capables de l'aimer, pas seulement de la travailler, et qu'il avait vu cette capacité en elle dès le commencement, même s'il n'avait jamais pris le temps de le lui dire. Lorsque Sébastien rentra ce soir-là, il trouva son père endormi et Isabelle assise sur la galerie, son ouvrage entre les mains et une expression songeuse sur le visage. Il lui demanda si tout allait bien. Elle répondit que oui, qu'elle avait simplement un peu parlé avec Aurélien. Sébastien demanda de quoi ils avaient parlé. Elle sourit légèrement et répondit de choses concernant le domaine. Il comprit que ce n'était pas tout à fait vrai, mais n'insista pas. Aurélien se rétablit avec cette obstination calme des hommes qui refusent de laisser leur corps gagner la bataille. Au bout d'une semaine, il voulait déjà se lever pour vérifier les registres. 2 semaines plus tard, il discutait avec Sébastien du prix du fourrage.
Navidondoma. Mais quelque chose était resté de ces quelques jours, une proximité nouvelle entre Isabelle et Aurélien, une sorte de compréhension silencieuse qui n'existait pas auparavant. Sébastien le remarqua et éprouva un sentiment complexe. De la joie, parce que cela signifiait qu'Isabelle s'intégrait réellement à la maison, et quelque chose qui ressemblait à de l'envie, parce que son père lui avait confié en quelques jours ce qu'il ne lui avait jamais dit en plusieurs décennies. Un soir après qu'Aurélien se fut retiré, Sébastien demanda à Isabelle si son père lui avait parlé de lui. Elle le regarda avec ce calme qui parfois le désarmait complètement. Oui, Aurélien lui avait parlé de son fils. Sébastien demanda ce qu'il avait dit. Isabelle posa son ouvrage sur la table et le regarda droit dans les yeux. Il lui avait expliqué que Sébastien était un homme bon, mais qu'il ne savait pas bien le montrer. Sébastien ne répondit pas immédiatement. Il tourna le regard vers la fenêtre, puis admit sans la regarder que son père avait raison. Il avait grandi dans une maison où le travail remplaçait les paroles. Lorsque quelque chose allait mal, on travaillait davantage. Lorsque tout allait bien, on travaillait également davantage. Il n'avait jamais appris la langue des mots directs pour les choses qui comptaient vraiment. Isabelle répondit qu'elle le savait, qu'elle l'avait remarqué dès le début. Elle le voyait parfois accomplir pour elle un geste petit et pratique, et elle comprenait que c'était sa manière d'exprimer ce qu'il ne savait pas dire autrement. Sébastien la regarda et lui demanda si cela lui suffisait. Elle réfléchit avant de répondre. Elle était en train d'apprendre à le lire. C'était une langue différente de celle qu'elle connaissait, mais toutes les langues pouvaient s'apprendre. Sébastien sentit que cette réponse était plus généreuse qu'il ne le méritait. Il comprit aussi qu'il devait faire quelque chose de cette générosité, qu'il ne pouvait pas simplement la recevoir et la garder qu'un jour, il lui faudrait trouver ses propres mots. Mais avant qu'il n'avance dans cette direction, une nouvelle vint bouleverser tout l'équilibre de leur vie. Elle arrivait des terres du Nord et portait entre ses lignes le nom d'Étienne Montel. Un messager à cheval remit une enveloppe pliée, puis repartit avant que Sébastien ait le temps de l'interroger. Elle était adressée à Isabelle et écrite de la main de son père. Debout sur la galerie, elle l'ouvrit. Sébastien attendait à une distance respectueuse. Il la vit lire 2 fois, s'arrêter sur un passage, replier lentement la feuille, puis la garder contre elle. Elle resta ensuite les bras croisés, regardant le chemin par lequel le messager avait disparu avec cette expression fermée que Sébastien reconnaissait désormais comme le signe que quelque chose venait de la frapper profondément. Il lui demanda si les nouvelles étaient mauvaises. Elle mit un moment à répondre, puis annonça que son père était malade. Ce n'était ni le cœur, ni une faiblesse passagère, mais une affection des poumons que le médecin du village ne parvenait pas encore à comprendre et qui avait déjà fait perdre à Étienne beaucoup de poids et de force en quelques semaines. La lettre lui demandait de venir le voir. Elle ne l'ordonnait pas et n'exigeait rien, mais elle portait une urgence qu'Isabelle ne pouvait ignorer. Sébastien répondit, aussitôt qu'elle devait partir, qu'il n'y avait rien à discuter et qu'il pouvait tout préparer pour qu'elle prenne la route dès le lendemain si elle le souhaitait. Isabelle l'observa comme si elle cherchait quelque chose dans son expression. Peut être de la résistance un calcul ou le signe qu'il réfléchissait déjà à ce que son départ pouvait signifier pour lui. Elle n'y trouva rien de tout cela, seulement une décision claire et sans condition. Quelque chose en elle se détendit. Elle lui dit qu'elle voulait qu'il l'accompagne. Sébastien ne s'y attendait pas. Il demanda si elle en était certaine. Elle répondit qu'elle ne voulait pas y aller seule et que si elle devait affronter cette épreuve, elle souhaitait le faire en tant que ce qu'ils étaient devenus ensemble. Ils partirent 2 jours plus tard, leur sacoche préparée, laissant Aurélien à la tête du domaine avec des instructions précises et la promesse qu'il ne ferait rien de ce que le médecin lui avait interdit. Il fallait plusieurs heures à cheval pour rejoindre les terres des Montel en traversant de longues plaines ouvertes, puis des passages entre de basses collines. Ils parlèrent pendant le trajet non des choses graves, mais de la terre qu'ils traversaient, des arbres, dont les feuillages changeaient, et d'un faucon qui les suivit longtemps depuis le ciel. C'était le genre de conversation que l'on tient lorsqu'on veut simplement rester présent, sans alourdir davantage un moment déjà difficile. La demeure des Montel était vaste et parfaitement entretenue. Devant la maison s'étendait un jardin où des jasmins grimpaient le long d'une grille blanche. Isabelle les regarda en entrant dans l'allée
et Sébastien vit sa respiration changer. C'était l'odeur dont elle lui avait parlé, l'odeur de son enfance. Claire Montel, la mère d'Isabelle, les accueillit sur le seuil avec un soulagement sincère. C'était une femme mince aux cheveux gris et aux yeux sombres très semblables à ceux de sa fille. Elle serra Isabelle dans ses bras pendant un long moment, puis tendit la main à Sébastien avec une chaleur qu'il n'attendait pas. Étienne se trouvait dans sa chambre, assis dans un fauteuil près de la fenêtre, une couverture sur les jambes, bien que la journée ne fût pas froide. Étienne avait visiblement maigri depuis la dernière fois qu'Isabelle l'avait vu. Lorsqu'elle entra et découvrit son visage, l'émotion traversa le sien, mais elle la dissimula rapidement et le salua avec une sérénité que Sébastien admira. Étienne l'observa un moment avec le regard d'un père qui mesure le temps. Puis ses yeux se posèrent sur Sébastien. Les deux hommes s'évaluèrent avec le calme de ceux qui savent qu'aucun n'est exactement celui que l'autre aurait choisi, mais qu'ils doivent apprendre à coexister. Étienne lui tendit la main. Sébastien la serra fermement. Il leur dit être heureux qu'ils soient venus et vouloir parler avec tous les deux. Cet après-midi-là, Claire emmena Isabelle faire le tour de la maison, laissant les deux hommes seuls. Étienne parla alors avec une franchise que Sébastien n'attendait pas. Il reconnaissait avoir commis des fautes, pris des décisions pour sa fille, en étant persuadé de savoir mieux qu'elle ce qui lui convenait. Il avait conclu l'accord avec les Varenne avec de bonnes intentions, mais aussi avec l'arrogance de celui qui ne consulte personne. La proposition du financier et les messages transmis par Renaud avaient été une tentative de reprendre le contrôle, au moment même où il aurait dû accepter de le lâcher. Sébastien l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'Étienne eut terminé, il répondit qu'il n'était pas venu le juger. Il comprenait les pressions capables de pousser un homme à agir ainsi. Tout ce qu'il lui demandait, c'était de croire qu'Isabelle allait bien, qu'elle vivait dans un lieu où elle était respectée et où sa voix comptait. Étienne acquiesça lentement puis prononça une phrase que Sébastien n'oublia jamais. Isabelle était la personne la plus forte qu'il eût rencontrée, dans toute sa vie, plus forte que lui, plus forte que n'importe qui. Ce n'était pas un compliment qu'il accordait facilement et il espérait que Sébastien en avait conscience. Sébastien répondit qu'il commençait à le comprendre. Ce soir-là, dans la chambre d'amis de la maison Montel, Isabelle et Sébastien se retrouvèrent seuls pour la première fois dans un espace qui ne leur appartenait pas. Elle s'assit au bord du lit et lui confia avoir été surprise par la manière dont il avait conduit la conversation avec son père. Elle ne s'attendait pas à une telle délicatesse. Sébastien prit place sur la chaise en face d'elle et expliqua qu'Étienne lui avait dit quelque chose qui l'avait profondément touché. Isabelle lui demanda quoi. Pour la première fois, il parla sans détour. Il commençait à éprouver pour elle quelque chose qui n'existait pas au début. Il ne savait pas encore comment le nommer, mais c'était réel. Isabelle le regarda pendant un moment qui leur sembla beaucoup plus long qu'il ne le fut. Puis elle répondit qu'elle ressentait la même chose et que cela lui faisait un peu peur. Sébastien avoua que lui aussi avait peur. D'une certaine manière, cette peur partagée fut le moment où ils furent les plus proches depuis leur rencontre. Ils restèrent 4 jours chez les Montel. Étienne se rétablissait lentement, ou du moins le médecin l'affirmait avec la prudence de celui qui refuse de promettre plus qu'il ne peut garantir. Isabelle passait ses matinées assise près du fauteuil de son père, à parler de choses que Sébastien n'entendait pas, mais qu'il devinait à son expression lorsqu'elle ressortait de la chambre parfois apaisée, parfois les yeux, légèrement brillants, bien qu'elle ne pleurât jamais devant les autres. Lorsque le temps le permettait, ils passaient l'après-midi tous ensemble dans le jardin. Claire se révéla être une femme dotée d'un humour sec et précis qui plut immédiatement à Sébastien. Elle faisait de brèves remarques sur les habitants du village, les coutumes qui changeaient et les choses qui restaient identiques malgré le passage des années, avec une tranquillité telle que tout le monde finissait par rire sans toujours savoir exactement pourquoi. Sébastien comprit d'où venait le calme d'Isabelle. Ce n'était pas une force qu'elle avait créée entièrement seule, mais un héritage reçu de cette femme qui regardait le monde les yeux ouverts, sans ajouter de drame inutile aux difficultés. Un après-midi, tandis qu'Isabelle se trouvait auprès de son père, et que Sébastien aidait l'un des ouvriers des Montel à réparer une portion de la clôture du jardin Claire, s'approcha et resta un moment à l'observer. Elle lui dit ensuite qu'Isabelle lui avait peu parlé de sa vie à l'Espérance, mais que ce peu l'avait rassurée. Sébastien poursuivit son travail en l'écoutant. Sa fille avait grandi sous les regards, constamment jugée,
et mesurée selon des règles que personne ne lui avait jamais demandé si elle souhaitait respecter. Cela l'avait rendue forte, mais aussi secrète et prudente. Si Sébastien voyait en elle une muraille, il devait savoir que cette muraille avait de bonnes raisons d'exister. Sébastien posa ses outils et la regarda. Il comprenait, car lui aussi avait ses propres murs. C'était peu. Être pour cela qu'il s'était moins heurté, qu'on aurait pu l'attendre de deux personnes mariées, sans s'être choisies. Claire sourit et lui répondit qu'avec de la patience, les murs dressés entre des êtres de bonne foi finissent parfois par devenir des portes. Sébastien repensa à cette phrase pendant tout le reste de la journée. La dernière nuit avant leur retour à l'Espérance, Étienne demanda à parler seul avec sa fille. Sébastien attendit dans le jardin, assis sur un banc de bois, sous le jasmin, qui parfumait toute cette partie de la propriété. Il resta longtemps à contempler les étoiles, repensant à tout ce qui s'était produit en quelques mois et à la façon dont sa vie avait changé de forme sans qu'il ait pu le prévoir. Lorsque Isabelle sortit de la chambre de son père, elle le rejoignit et s'assit à côté de lui. Ils gardèrent le silence un moment, puis elle lui annonça qu'Étienne lui avait demandé pardon. C'était la première fois de sa vie qu'elle l'entendait prononcer ces mots. Sébastien ne répondit pas. Il attendit. Elle expliqua qu'il n'avait pas été facile de l'écouter. Elle portait depuis des années des blessures qu'une excuse ne pouvait effacer, mais elle ne pouvait pas non plus l'ignorer. C'était un homme malade, forcé de regarder sa propre existence sous un angle nouveau, et ce qu'il avait découvert ne le mettait pas toujours à son avantage. Sébastien répondit que cela exigeait du courage, que tous les hommes de cette génération n'étaient pas capables d'un tel geste. Isabelle acquiesça, puis elle posa légèrement la tête sur son épaule. Seulement un instant, brièvement, presque sans poids. Pourtant, Sébastien reçut ce geste comme quelque chose d'immense. Il ne fit rien de spectaculaire. Il demeura simplement immobile pour ne pas briser le moment et contempla les étoiles au-dessus du jasmin. Ils retournèrent à l'Espérance le lendemain. Le domaine les accueillit avec les bruits familiers des animaux et l'odeur de terre et d'herbe que Sébastien ne remarquait plus au quotidien, mais qui après chaque voyage le saisissait à nouveau net et définitive, comme une bienvenue. Isabelle descendit de cheval et regarda la maison depuis le chemin. Puis elle se tourna vers Sébastien et lui dit qu'elle était heureuse de rentrer. Il répondit que lui aussi. Les mots étaient simples, mais ils signifiaient bien davantage. Pas celle d'une vie sans problème, mais celle de deux personnes qui savent désormais comment se déplacer dans le même espace. Ils discutaient parfois des décisions concernant le domaine et de leur manière différente d'accomplir certaines tâches, mais c'étaient des désaccords entre égaux, sans domination de l'un sur l'autre, sans blessure. Impossible à refermer, avant la fin de la journée. Aurélien les observait avec la satisfaction silencieuse d'un homme qui voit les choses tourner mieux qu'il ne l'espérait, mais ne le dira jamais à voix haute, parce que ce n'est pas sa manière d'être. Un après-midi, tandis que Sébastien examinait les comptes du mois dans le bureau de son père, un papier glissé parmi les anciens registres l'arrêta. Il portait l'écriture d'Aurélien et une date récente. C'était une note adressée à son fils. Le domaine possédait désormais ce dont il avait réellement besoin. Ce n'était ni l'argent des Montel, ni leurs terres, mais les personnes qui l'habitaient. Aurélien espérait que Sébastien le comprendrait avant qu'il ne soit trop tard pour le lui dire autrement. Sébastien lut la note, 2 fois la replia et la glissa dans sa poche. Ce soir-là, il alla trouver son père et lui dit qu'il avait découvert le papier. Aurélien le regarda avec cette expression d'homme qui ne révèle jamais tout ce qu'il ressent, mais en laisse voir juste assez. Il répondit que c'était bien et qu'il était temps. Sébastien ne sut pas s'il devait rire ou être ému. Il fit les deux en silence en regagnant la maison où Isabelle avait allumé la lampe de la galerie et où sa lumière tombait sur les lames de bois comme chaque soir. Mais avant que cette paix ne puisse s'installer tout à fait, quelque chose recommença à bouger à l'extérieur, quelque chose lié à Renaud de Fontenay. Et cette fois, la menace n'arrivait ni avec une visite, ni avec une lettre personnelle, mais avec des actes juridiques. Ils furent apportés par un avocat du bourg, un homme mince en costume, sombre, tenant une serviette de cuir, qui se présenta un matin avec l'expression neutre de celui qui accomplit seulement sa fonction et préfère ne rien ressentir à propos de ce qu'il remet.
Les documents indiquaient que la famille de Fontenay, associée à Étienne Montel, revendiquait des droits sur une bande de terrain bordant les terres des Varennes au nord. Ils affirmaient qu'un accord verbal conclu entre Aurélien et Étienne plusieurs années, avant que les dettes du domaine ne deviennent critiques, leur accordait un droit de passage et d'usage sur cette zone et que cet accord avait été confirmé par des témoins. Debout sur la galerie, Sébastien lut 2 fois les pièces. L'avocat attendait patiemment. Isabelle parut sur le seuil, et Sébastien lui tendit les documents sans un mot. Elle les parcourut avec cette rapidité calme qui lui permettait d'assimiler les informations sans agitation visible. Lorsqu'elle eut terminé, elle demanda combien de temps ils avaient pour répondre. L'avocat annonça un délai de 30 jours. En l'absence de contestation, la demande serait automatiquement portée devant le tribunal civil d'Arles. Isabelle répondit qu'ils avaient compris et qu'ils prendraient contact avec leur propre conseil. L'homme repartit avec la même expression neutre qu'à son arrivée. Sébastien attendit que le bruit de son cheval disparaisse sur le chemin avant de parler. Étienne avait signé. Son nom figurait sur les actes à côté de celui des de Fontenay. Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle relut les documents, puis expliqua que cela ne prouvait pas nécessairement que son père savait exactement ce qu'il signait. Renaud était parfaitement capable de présenter à un homme malade un document comme une formalité insignifiante et d'obtenir sa signature sans qu'Étienne en comprenne les véritables conséquences. Sébastien lui demanda si elle le croyait sincèrement ou si elle cherchait à protéger son père. Isabelle releva les yeux et répondit que la question était juste. Elle n'en avait pas la certitude, mais elle connaissait son père et connaissait Renaud. Si elle devait parier, elle miserait sur le fait que la main derrière ces actes était celle de Renaud et qu'Étienne avait été utilisé. Avant toute autre démarche, Sébastien décida de parler à Aurélien. Le vieil homme écouta le récit avec un calme que son fils savait en partie jouer. Ses mains posées sur la table trahissaient une tension. Il reconnut que la conversation évoquée dans les actes avait réellement eu lieu. Bien des années auparavant, à une époque prospère Étienne, et lui avait parlé de faciliter le passage entre leurs propriétés si cela devenait un jour nécessaire. Mais il n'avait jamais formalisé cette possibilité, précisément parce qu'elle n'avait jamais été utile. Arracher cette conversation à son contexte pour en faire une prétention juridique déformait entièrement ce qui s'était passé. Sébastien lui demanda s'il existait des témoins capables de confirmer sa version. Aurélien réfléchit, puis répondit qu'au moins 2 personnes présentes lors de la conversation vivaient encore dans la région. Sébastien déclara qu'il fallait les retrouver. Ils se mirent en mouvement dès cette semaine-là. Isabelle écrivit à sa mère pour lui expliquer la situation et lui demander d'interroger Étienne sur ce qu'il avait réellement signé et dans quelles circonstances. Sébastien consulta un avocat de confiance du bourg, un homme âgé qui travaillait avec les Varennes depuis des années et connaissait mieux que quiconque l'histoire des propriétés. Après avoir examiné les actes, celui-ci jugea la demande fragile mais pas impossible à faire aboutir. Tout dépendrait des témoins et de la déclaration d'Étienne lorsqu'on lui présenterait directement l'affaire. La réponse de Claire arriva rapidement. Étienne avait été profondément bouleversé en apprenant l'usage que Renaud avait fait de sa signature. Il avait signé ce que Renaud lui présentait comme une simple reconnaissance de l'histoire commune des 2 familles et non comme une revendication foncière active. Il voulait retirer son nom des documents et était prêt à le déclarer devant toute autorité compétente. Cela changeait tout. L'avocat affirma qu'il pouvait répondre avec fermeté et que la partie adverse retirerait probablement ses actes avant une audience publique, car un procès exposerait ses manœuvres sans lui garantir le moindre avantage. Mais tandis que les lettres et les consultations juridiques suivaient leur cours, autre chose se préparait. Un après-midi, Renaud de Fontenay se présenta sans prévenir à l'Espérance, seul, cette fois sans son père, et sans le vernis d'une visite officielle. Une tension visible raidissait ses épaules, tension qu'il dissimulait autrefois avec davantage d'habileté. Il trouva Isabelle seule, sur la galerie, Sébastien étant parti dans les pâtures. Il resta debout devant elle et lui dit qu'il pouvait régler l'affaire avant qu'elle n'aille plus loin. La solution était simple si elle parlait à Sébastien et convainquait les Varennes de céder une partie seulement du terrain contesté. Il veillerait à ce qu'aucune autre difficulté ne menace le domaine. Isabelle le regarda avec ce calme que Renaud n'avait manifestement jamais appris à déchiffrer.
Il n'y avait rien à régler parce qu'aucune dette ni aucun droit réel n'existait. Elle savait que son père avait été trompé et qu'Étienne lui-même était prêt à le déclarer. Renaud fit un pas et baissa la voix. Elle commettait une erreur. Il avait toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour elle. Si les choses avaient été différentes, si elle avait choisi autrement, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. Isabelle comprit alors ce qui se cachait sous cette affaire. Ce n'était pas une opération commerciale, mais une vengeance personnelle. Renaud n'avait jamais accepté qu'elle choisisse une autre direction. Il avait utilisé son père, son propre nom et les procédures pour créer un conflit là où il n'y en avait aucun uniquement parce qu'il ne supportait pas d'être exclu de sa vie. Isabelle ne prononça qu'une phrase, qu'il quitte immédiatement l'Espérance et n'y revienne jamais. Lorsque Sébastien rentra cet après-midi-là et qu'elle lui raconta la visite, il la regarda longuement sans parler. Puis il déclara qu'il allait faire comprendre à Renaud de Fontenay que l'Espérance n'était pas un territoire sur lequel il pouvait manœuvrer. Il y avait dans sa voix quelque chose qu'Isabelle ne lui avait encore jamais entendu. Ce n'était pas exactement de la colère, mais une fermeté plus profonde et plus définitive, la voix d'un homme qui sait enfin avec précision ce qu'il défend. Le lendemain, Sébastien partit chercher Renaud de Fontenay. Il n'y alla ni avec violence, ni avec des menaces, mais avec la clarté de celui qui possède les arguments et n'a pas besoin d'élever la voix pour être compris. Il le trouva au village, dans l'auberge, où il logeait, lorsqu'il séjournait dans la région, prenant seul son petit déjeuner, avec l'expression d'un homme qui croit encore pouvoir retourner la situation à son avantage. Sébastien s'assit en face de lui, sans y être invité. Il posa sur la table une copie de la lettre d'Étienne, la liste des témoins réunis par son avocat et un mémoire rédigé par ce dernier exposant la position juridique des Varennes. Renaud les regarda sans les toucher. Sébastien parla avec un calme qu'il avait mis toute la matinée à construire. La revendication n'avait aucun fondement. Étienne était prêt à déclarer publiquement que sa signature avait été obtenue à la suite d'un malentendu. Les témoins contredisaient la version des deux Fontenay. Si l'affaire allait devant le tribunal, ce serait leur famille, et non les Varennes, qui seraient exposées avec des conséquences pour sa réputation dans toute la Provence qu'aucune somme d'argent ne réparait facilement. Renaud l'écouta avec le petit sourire qu'il réservait aux situations inconfortables. Puis il affirma que Sébastien avait eu beaucoup de chance qu'il avait obtenu une femme comme Isabelle sans la mériter, sauvé son domaine grâce à l'argent d'autrui, et venait maintenant s'asseoir devant lui comme s'il détenait une quelconque autorité morale. Sébastien ne répondit pas. Il laissa le silence faire son travail. Puis, il déclara que la seule chose qui l'intéressait était le retrait des actes et l'éloignement définitif de Renaud de sa famille. Il ne souhaitait pas le détruire publiquement, mais il ne reculerait pas davantage. À lui de choisir. Renaud contempla les documents sur la table, les repoussa vers Sébastien et se leva. Il ne prononça pas un mot, régla son café et sortit. Sébastien resta un moment devant la tasse vide de l'autre côté de la table, puis rassembla les papiers, les rangea et quitta à son tour l'auberge. 3 jours plus tard, l'avocat des deux Fontenay informa celui des Varennes que la demande était retirée. Sans explication, sans condition. Simplement retirée. Lorsque Sébastien annonça la nouvelle à Isabelle, elle ne célébra pas. Elle acquiesça lentement et dit que c'était bien qu'elle espérait seulement que l'affaire était terminée. Sébastien pensait que oui. Renaud n'était pas dépourvu d'intelligence et savait s'arrêter lorsque les chiffres ne jouaient plus en sa faveur. Isabelle répondit qu'elle espérait qu'il avait raison, puis prononça une phrase que Sébastien conserva longtemps en mémoire. Elle était fatiguée que sa vie serve de scène aux décisions prises par d'autres hommes. Elle voulait construire quelque chose qui fût véritablement à elle, quelque chose dans lequel personne ne pourrait plus l'utiliser comme une pièce sur un échiquier. Sébastien répondit qu'il comprenait. L'espérance leur appartenait à tous les deux et aucune décision importante ne serait jamais prise sans elle. Ce n'était pas une simple promesse, mais la manière dont il voulait désormais vivre et travailler. Isabelle le regarda avec sa franchise habituelle et répondit qu'elle le croyait. C'était précisément pour cela qu'elle était encore là. Les semaines suivantes furent différentes, non parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que la nature de leur paix avait changé. C'était une paix gagnée, non une paix héritée. Une paix qu'ils avaient choisie activement en traversant ensemble des épreuves qui auraient pu les séparer. Aurélien récupéra assez de force
pour reprendre ses promenades matinales à travers le domaine plus courte désormais, avec une canne qu'il portait avec la même dignité que n'importe quel autre outil. Isabelle commença à planter du jasmin le long de la galerie. Lorsque Sébastien vit les pots, il ne dit rien, se contenta de sourire et proposa de lui trouver une terre plus riche. Elle répondit qu'elle savait déjà où prendre la bonne terre, car elle observait l'espérance depuis assez longtemps. Sébastien pensa que cette phrase la résumait parfaitement. Isabelle observait attentivement avant d'agir, et lorsqu'elle agissait, elle le faisait avec une certitude que peu de gens possédaient. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble dans la pâture de l'Est, un jeune cheval s'effraya et partit brusquement vers la clôture. Isabelle réagit avant tout le monde. Elle ne cria pas et ne recula pas. Elle marcha vers l'animal d'un pas lent et ferme la main tendue, lui parlant d'une voix basse, avec ce calme que les bêtes semblaient reconnaître. Le cheval s'arrêta. Il resta immobile, tandis qu'elle lui caressait doucement l'encolure et lui parlait jusqu'à ce que sa respiration redevienne régulière. Les gardiens observaient. Sébastien aussi, l'un des plus anciens ouvriers présents à l'Espérance depuis 20 ans et incapable de complimenter sans raison, déclara que madame avait le don des chevaux. Cela ne s'apprenait pas, on l'avait ou on ne l'avait pas. Sébastien regarda Isabelle de l'endroit où il se tenait et pensa que cet homme avait raison à plus d'un titre. Certaines choses en elle ne pouvaient ni s'enseigner, ni se fabriquer. Elles existaient déjà attendant seulement l'espace nécessaire pour se montrer. Et lui avait eu assez de chance ou avait été assez lent à tout gâcher pour que cet espace puisse exister. Ce soir-là, après le dîner, Sébastien lui dit qu'il voulait lui montrer quelque chose. Il la conduisit jusqu'au saule, au fond de la propriété, ce grand arbre ancien sous lequel sa mère reposait. C'était la première fois qu'il l'emmenait là. Ils restèrent debout sous les longues branches qui descendaient presque jusqu'au sol. Sébastien lui dit que sa mère aurait été heureuse de la connaître et qu'il était certain qu'elle serait devenue amie. Isabelle garda le silence un moment, puis répondit qu'elle aurait aimé la rencontrer. D'après tout ce qu'il lui avait raconté, c'était une femme qui comprenait les choses essentielles. Sébastien acquiesça, puis lui prit la main. Rien de plus. Lentement, sans théâtre ni discours. Elle ne la retira pas. Ils demeurèrent ainsi sous le saule pendant un long moment en silence, tandis que le vent remuait les branches au-dessus d'eux. C'était un instant minuscule, et pourtant le plus grand qu'ils aient partagé. Mais quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore prévoir allait bientôt ébranler cet équilibre depuis une direction entièrement inattendue. Cela n'arriva ni à cheval, ni sous la forme d'un acte juridique, mais au cours d'une conversation. Une conversation que Sébastien surprit, malgré lui comme il avait entendu des mois plus tôt les pleurs d'Isabelle dans la nuit. Cette fois, ce n'était pas elle qui parlait, mais Aurélien dans son bureau, la porte entr'ouverte au téléphone avec quelqu'un, utilisant cette voix basse qu'il réservait aux affaires, qu'il ne voulait pas voir entendue. Sébastien traversait le couloir en direction de la cuisine lorsque le prénom d'Isabelle arrêta ses pas. Il écouta. Il ne voulait pas écouter, mais il écouta. Aurélien parlait de l'état de l'alliance entre les familles. Les choses avaient mieux tourné qu'il ne l'avait espéré, et la jeune femme valait davantage que ce qu'il avait anticipé. Puis il dit quelque chose qui frappa Sébastien de plein fouet. Si Étienne survivait au prochain mois et que les terres du Nord se retrouvaient sans héritier masculin, clairement désigné l'accord initial pourrait être étendu. Aurélien avait consulté un notaire au sujet de certaines clauses susceptibles de profiter à l'Espérance dans ce cas. Ce n'était, disait-il, qu'une précaution, une façon de garantir que tout ce qu'Isabelle apporterait un jour avec elle ne se disperse pas entre de mauvaises mains. Sébastien s'éloigna du couloir sans bruit. Il gagna les pâtures et y resta 1 heure sans rien faire de particulier, regardant les chevaux sans les voir. Ce qu'il avait entendu n'était pas un crime. En termes strictement juridiques, son père ne préparait rien de malhonnête. Mais cette conversation confirmait une vérité que Sébastien avait préféré ne pas regarder en face. L'entente entre les familles possédait des couches qu'il n'avait jamais entièrement comprises. Isabelle n'était pas seulement arrivée comme la solution aux dettes. Elle représentait aussi un lien vers un patrimoine plus vaste que son père continuait de calculer. Même lorsque tout paraissait devenu sincère, une architecture de convenance demeurait cachée dessous. Le plus difficile n'était pas la révélation elle-même, mais la question de ce qu'il devait en faire. Ce soir-là, Sébastien fut incapable de parler normalement pendant le dîner.
Son corps était à table, mais son esprit se trouvait ailleurs. Isabelle le remarqua. Lorsqu'Aurélien se retira, elle lui demanda ce qui se passait. Sébastien hésita. Il faillit répondre que ce n'était rien, qu'il était seulement fatigué. Puis il se rappela qu'elle lui avait dit être épuisé de servir de pièce dans les décisions des hommes. Il ne put lui mentir. Il lui raconta exactement ce qu'il avait entendu, sans ornement, sans chercher à l'adoucir, simplement tel que cela était. Isabelle l'écouta avec le silence profond qu'elle réservait aux choses essentielles. Lorsqu'il eut terminé, elle ne se leva pas, ne partit pas et ne se mit pas en colère. Elle lui demanda seulement s'il avait su cela dès le commencement. Sébastien répondit que non. Ce qu'il avait entendu cet après-midi-là était nouveau pour lui. L'accord initial concernait les dettes non des clauses successorales ni des calculs sur le patrimoine des Montel. S'il en avait eu connaissance, il le lui aurait dit. Isabelle le regarda pendant un instant qui sembla éternel à Sébastien, puis elle répondit qu'elle le croyait, qu'elle savait désormais le lire et que s'il lui mentait, elle le verrait. Quelque chose se détendit légèrement dans la poitrine de Sébastien, mais le problème restait entier, et tous deux le savaient. Isabelle déclara qu'elle devait parler directement à Aurélien, sans intermédiaire. Sébastien répondit que c'était juste. Il pouvait assister à la conversation si elle le souhaitait, ou rester à l'écart si elle préférait. Elle voulut qu'il soit présent, car cette conversation concernait tous les trois. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Isabelle demanda à Aurélien de rester dans le salon. Elle le dit avec un calme qui ne laissait au vieil homme aucune possibilité de se réfugier derrière une prétendue tâche urgente. Aurélien la regarda et comprit que quelque chose arrivait. Il s'assit. Isabelle parla sans détour. Sébastien lui avait raconté la conversation du bureau. Il n'était pas là pour l'accuser, mais pour comprendre. S'il existait des clauses ou des projets juridiques qui la concernaient elle ou les terres de sa famille, elle voulait tout savoir. Elle n'accepterait pas de participer à un accord qu'elle ne comprenait pas entièrement. Aurélien regarda son fils. Sébastien soutint son regard sans bouger. Puis le vieil homme revint à Isabelle et quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas de la défaite, mais plutôt une reconnaissance. Il expliqua que la conversation surprise était préliminaire, qu'aucun document n'avait été signé. Il avait simplement exploré des possibilités avec le notaire, parce que telle était sa manière de faire prévoir, garantir, calculer. Mais il reconnaissait avoir commencé à calculer quelque chose qui ne lui appartenait pas seul. Isabelle avait raison d'exiger une transparence totale. Elle répondit qu'elle appréciait cette franchise, puis dit une chose qui laissa Aurélien silencieux. Sébastien et elle étaient capables de construire l'avenir de l'espérance sans utiliser les terres de sa famille comme filet de sécurité. S'il arrivait quelque chose à son père ou au patrimoine des Montel, elle prendrait ses décisions en tant que fille et non en tant que pièce d'une stratégie successorale. Elle espérait que cette distinction était claire. Aurélien acquiesça lentement. Elle l'était. Il la respectait et ne déplacerait plus aucune pièce sans leur en parler d'abord. En sortant du salon, Sébastien et Isabelle marchèrent ensemble jusqu'à la galerie. Il lui dit qu'elle avait été courageuse. Elle répondit qu'il ne s'agissait pas de courage, seulement d'une nécessité. Pour lui, dit-il, c'était la même chose. Isabelle le regarda et pour la première fois depuis le début de leur histoire, sourit sans aucun calcul. Un sourire petit direct véritable. Sébastien pensa qu'il avait attendu des mois, sans le savoir, pour la voir sourire exactement ainsi. Le domaine entra dans une saison nouvelle, pas seulement au sens du climat, même si la campagne avait elle aussi changé, l'herbe poussant plus haute après les pluies et les arbres prenant une couleur différente à la fin du jour. Quelque chose s'était installé à l'Espérance d'une façon qui n'existait pas auparavant, comme si la terre elle-même avait observé ce qui se passait entre ses habitants et avait décidé de les accompagner. Étienne Montel se rétablissait lentement. Les progrès étaient irréguliers, avec de bonnes journées et d'autres où son corps se rappelait brutalement qu'il était malade, mais la direction générale allait vers l'amélioration. Isabelle écrivait chaque semaine à sa mère et parlait avec son père lorsqu'il avait assez d'énergie. Leur relation avait changé après les conversations difficiles pendant sa maladie et après l'affaire Renaud. Tout n'était pas résolu, mais quelque chose était devenu plus honnête, moins joué. Étienne avait cessé de transmettre ses messages par des tiers. Il écrivait lui-même avec cette écriture serrée qu'Isabelle connaissait depuis toujours. Ses lettres étaient brèves mais directes. Il demandait des nouvelles du domaine des animaux et de Sébastien. Dans l'une d'elles, il lui demanda si elle était heureuse.
Elle répondit que oui. C'était un bonheur différent de celui qu'elle avait imaginé, mais être plus solide pour cette raison même. Il ne dépendait pas de circonstances parfaites, mais de quelque chose que l'on construisait chaque jour. Étienne lui répondit, en une seule ligne, c'était ce que Claire avait toujours éprouvé pour lui, et il lui avait fallu beaucoup trop de temps pour le comprendre. Isabelle rangea cette lettre avec celle qu'elle associait au saule dans une petite boîte posée sur sa table de chevet. À l'Espérance Sébastien, et elle avait trouvé leur rythme. Ils partageaient les décisions, répartissaient le travail sans hiérarchie rigide et discutaient avec l'honnêteté qu'ils avaient apprise au prix de blessures véritables. À la fin de la journée, ils se retrouvaient souvent sur la galerie, tandis que le ciel changeait de couleur au-dessus des champs parlant ou gardant le silence selon ce que le moment exigeait. Certains soirs, il lui racontait des fragments de son passé confiés à personne d'autre. Elle lui révélait à son tour des choses qu'elle n'avait jamais dites. Non parce qu'ils avaient conclu un pacte de confidence, mais parce que l'espace entre eux était devenu sûr d'une manière qu'ils ressentaient tous les deux sans l'avoir encore nommé. Une nuit, une tempête soudaine éclata de celles qui ne préviennent pas que le ciel retient jusqu'au dernier instant avant de tout libérer d'un seul coup. Sébastien sortit dans l'obscurité pour sécuriser les enclos et fut trempé en quelques minutes. Isabelle alluma les lampes de la maison, prépara des vêtements secs et de l'eau chaude, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Lorsqu'il rentra ruisselant et épuisé, elle lui tendit une serviette et resta debout devant lui, pendant qu'il séchait ses cheveux, le regardant avec cette expression qui parfois le désarmait complètement. Il la regarda à son tour. Et là, dans la cuisine éclairée, tandis que la pluie frappait le toit sans décor préparé ni occasion particulière, il lui dit qu'il l'aimait. Sans éloquence, ni embellissement, avec la même voix directe qu'il employait pour parler des choses essentielles du domaine, comme s'il venait enfin de trouver le nom exact de ce qu'il portait en lui. Isabelle resta immobile un instant. La tempête grondait toujours dehors. La flamme de la lampe vacilla une fois, puis elle fit un pas vers lui et répondit qu'elle l'aimait aussi. Elle avait repoussé ces mots parce qu'elle craignait qu'il ne soit trop tôt, que ce soit trop peu, ou simplement trop intense, mais c'était la vérité. Elle l'aimait. Sébastien ne dit rien de plus. Il la prit dans ses bras, et elle se laissa faire. Ils restèrent ainsi tandis que la tempête accomplissait dehors ce qu'elle avait à accomplir, et que la vieille maison résistait comme elle avait toujours résisté. Aurélien, qui lisait dans sa chambre au fond du couloir, entendit le silence différent qui suivit l'orage, et sourit sans que personne le voie. Il comprit que quelque chose venait de se refermer de la bonne manière. Les jours suivants possédèrent une légèreté nouvelle, non celle de la naïveté, mais celle de deux personnes qui ont résolu les difficultés essentielles et savent désormais qu'elles pourront affronter celles qui viendront. Isabelle acheva de planter les jasmins le long de la galerie. Lorsqu'ils fleurirent, l'odeur des matins à l'Espérance changea pour toujours. Sébastien s'en aperçut le premier jour, où le parfum le saisit en sortant. Il demeura immobile un instant, avant de partir au champ. Isabelle se trouvait dans la cuisine et ne le vit pas, mais il resta là à respirer cette odeur songeant que les choses qui transforment le plus profondément une existence ne sont pas toujours les grands événements. Parfois c'est un détail minuscule qui demeure à jamais. Il y avait la paix, le travail et un avenir en construction. Mais à la campagne, les accalmies les plus longues précèdent parfois les secousses les plus profondes. Cette fois, la secousse ne vint pas de l'extérieur, mais du cœur même de la maison. Elle commença lorsqu'Isabelle découvrit parmi les archives du domaine un document qu'aucun d'eux ne cherchait, un document qui modifiait l'histoire qu'ils croyaient connaître. Elle le trouva un mercredi après-midi, en classant les vieux papiers de l'Espérance, une tâche que personne n'avait accomplie depuis des années et qu'elle avait entreprise parce qu'elle aimait comprendre les choses depuis leur origine. C'était une enveloppe scellée jaunie par le temps, rangée entre des registres de bétail vieux de plus de 2 décennies. À l'intérieur se trouvait une feuille pliée écrite de la main d'Aurélien. L'écriture était plus jeune, plus ferme que celle d'aujourd'hui. Le texte constituait une entente datée de 23 ans, auparavant entre Aurélien Varenne et Étienne Montel. Il ne concernait ni les terres, ni les troupeaux, mais leurs enfants. Si les affaires des deux familles prospéraient, il serait, disait-il, le souhait des deux pères que leurs descendants unissent un jour leur chemin. Ce n'était pas un contrat juridiquement contraignant, mais une lettre d'intention entre deux hommes qui se faisaient confiance
et regardaient l'avenir avec la certitude propre à la jeunesse. Pourtant, elles portaient leur signature et avaient été soigneusement conservées. Isabelle la lut 3 fois, puis elle la posa sur la table et resta longtemps à regarder la fenêtre. Elle n'était pas en colère, mais elle n'était pas calme non plus. Elle essayait d'intégrer cette information à la carte de tout ce qu'elle avait vécu et observait la manière dont l'image entière changeait. Lorsque Sébastien rentra cet après-midi-là, elle l'attendait dans le salon, le document placé devant elle sur la table. Il entra vit, Isabelle vit la feuille et comprit à son expression que ce qui allait suivre était important. Il s'assit. Elle lui tendit le papier. Il lut reconnut l'écriture de son père, vit la date et la signature d'Étienne, puis sentit le sol bouger sous ses pieds, comme plusieurs mois plus tôt, lorsqu'il avait cru qu'elle allait partir. Il releva les yeux. Isabelle attendait. Sébastien lui dit qu'il n'en savait rien, qu'il n'avait jamais vu ce document. Si Aurélien et Étienne avaient conclu cette entente 23 ans, auparavant personne ne l'en avait jamais informé. Isabelle répondit qu'elle le croyait, mais que la question dépassait son ignorance. Il lui demanda ce qu'elle voulait dire. Ce papier ne changeait pas les sentiments de Sébastien, car elle savait qu'ils étaient réels. Il changeait la manière dont elle devait regarder sa propre histoire. Si cette entente existait depuis si longtemps, alors la possibilité présentée comme une issue n'avait pas été aussi fortuite qu'elle le croyait. Son père l'avait guidée vers ce mariage même avec de bonnes intentions, jusqu'à son impression d'avoir librement choisi qui avait peu, être été, dans une certaine mesure, organisé par d'autres. Sébastien comprit tout le poids de cette vérité. Il ne prétendit pas que cela n'avait aucune importance et ne chercha pas à la minimiser. Elle avait raison. C'était une vérité difficile qui méritait d'être nommée. Ils ne pouvaient pas modifier ce que leur père avait fait ou omis de faire 23 ans plus tôt. Mais ils pouvaient lui affirmer avec toute la certitude dont il était capable que ce qui existait maintenant entre eux n'était pas le résultat d'un vieux papier. Ils y étaient arrivés par un autre chemin, celui de 2 personnes contraintes d'apprendre à se voir directement, sans intermédiaire, sans arrangement et sans autre langage que celui qu'elles avaient construit ensemble. Isabelle le contempla pendant un long moment. La lumière basse de l'après-midi entrait par la fenêtre et donnait à toute la pièce une tranquillité trompeuse. Elle dit qu'elle devait parler à son père. Elle avait besoin de l'entendre expliquer ce qu'il avait pensé pendant toutes ces années. Lorsqu'il avait décidé de remettre cette ancienne entente en mouvement, quelle part de la possibilité offerte était véritablement spontanée et quelle part n'était que l'accomplissement d'un projet conservé depuis trop longtemps. Sébastien répondit que cette demande était juste. Il l'accompagnerait ou attendrait selon ce qu'elle déciderait. Cette fois, Isabelle voulut partir seule. Certaines conversations, expliqua-t-elle, devaient rester entre une fille et son père. Elle quitta l'Espérance 2 jours plus tard. Depuis la galerie Sébastien, la regarda s'éloigner sur le chemin de terre, les sacoches solidement attachées, et le dos droit cette droiture, qui n'était pas une posture, mais une part de ce qu'elle était. Il ignorait combien de temps elle resterait. Il n'en avait pas parlé avec précision. Il savait seulement qu'elle reviendrait. Il le savait avec la certitude réservée aux choses qui ont déjà été mises à l'épreuve. Aurélien vint se placer à côté de lui et regarda lui aussi le chemin. Il dit qu'Isabelle était une femme extraordinaire. Sébastien répondit que oui. Aurélien ajouta qu'il aurait aimé posséder le courage de dire à sa mère ce qu'il ressentait avant qu'il ne soit trop tard. Il avait passé trop de temps à calculer, et pas assez à simplement être présent. Sébastien ne répondit pas, mais posa brièvement la main sur l'épaule de son père. Aurélien la laissa là. Isabelle arriva chez ses parents à l'heure où le soleil commençait à descendre. Étienne l'attendait dans son fauteuil près de la fenêtre plus mince que lors de leur dernière rencontre, mais les yeux encore vifs. Lorsqu'elle entra, il la regarda avec ce mélange d'amour et de culpabilité qu'elle avait appris à reconnaître en lui. Elle s'assit en face de son père et posa le document sur la table entre eux, sans rien dire. Étienne le contempla, poussa un lent soupir et commença à parler. Il avait conclu cette entente avec Aurélien à une époque où ils étaient jeunes optimistes et convaincus de pouvoir modeler l'avenir de leurs enfants grâce à leurs bonnes intentions. Au fil des années, il l'avait conservé sans jamais l'utiliser, parce que la vie avait suivi d'autres chemins. Mais lorsque les dettes des Varenne étaient devenues critiques et que sa propre santé avait commencé à décliner, il l'avait relu.
Il avait cru y voir une manière de résoudre deux problèmes, à la fois d'offrir à Isabelle un lieu solide où vivre et de refermer un cercle qu'il pensait destiné à l'être. Il n'avait jamais imaginé qu'elle puisse le ressentir comme un piège. Il croyait l'aider. Isabelle l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre. Puis elle lui dit qu'elle l'aimait, qu'elle l'avait toujours aimé, même si elle n'avait pas toujours su le lui montrer dans un langage qu'il comprenait. Elle admettait qu'il avait agi par amour et non par malveillance, mais il devait comprendre une chose à son tour. Elle était une personne entière, capable de prendre ses propres décisions. Le domaine, son mariage et la vie qu'elle construisait avec Sébastien lui appartenaient véritablement. Il n'était pas le résultat d'une lettre vieille de 23 ans. S'il voulait occuper une place réelle dans son existence, il devait commencer à la traiter comme son égale. Étienne la regarda pendant un instant qui sembla contenir de longues années. Puis il reconnut qu'elle avait raison, que c'était le minimum qu'elle méritait et qu'il lui avait fallu beaucoup trop de temps pour le voir. Isabelle prit la main de son père entre les siennes, non parce que tout était réparé, mais parce que certaines choses peuvent être portées ensemble, même lorsqu'elles ne peuvent plus être défaites. Cette nuit-là, depuis la maison de ses parents, elle écrivit une lettre à Sébastien. Elle n'était pas longue. Elle lui disait qu'elle avait parlé avec son père, trouvé ce qu'elle avait besoin de trouver, et qu'elle reviendrait dans 2 jours. À son retour, elle voulait commencer à bâtir la suite sans regarder davantage le passé que cela n'était nécessaire. L'Espérance était sa maison. Sébastien était l'endroit auquel elle appartenait. Et aucun papier ancien, ni aucune décision prise par autrui ne pouvait le lui enlever, parce qu'elle l'avait choisi elle-même, les yeux ouverts à chaque moment difficile qu'ils avaient traversé ensemble. Sébastien lut la lettre sur la galerie dans la lumière de l'après-midi, tandis que le parfum du jasmin planté par Isabelle se déplaçait doucement dans le vent. Il la replia avec soin, la glissa dans la poche de sa chemise, tout près de son cœur, puis attendit, sachant que lorsqu'elle reviendrait, l'Espérance deviendrait enfin pleinement ce que son nom avait toujours promis.